Je suis parfaitement d'accord avec Krishna. Si il faut retoucher le sein contralatéral, il faut le faire en même temps. On gagne du temps et on ne fait pas exactement les mêmes choix. Il y a toujours une solution. C'est pas moi qui juge qu'il est suffisamment symétrique. C'est elle qui décide que c'est suffisamment symétrique pour elle. Le lendemain, devant le miroir, on voit le résultat. Le reste, ça s'affine. Mais le moment le plus émouvant pour une femme, c'est le lendemain de l'intervention, quand je leur dis vous allez vous lever de votre lit, on va se mettre devant le miroir et je vais vous montrer. Et là, c'est pas le résultat définitif, mais elles comprennent tout de suite ce que ça va donner. Je te pose juste une petite question. Le fait de ne pas être à plat, ça ne dispense pas du deuil du sein? Non, ça ne dispense pas du deuil du sein du tout. C'est plus votre sein. C'est un autre sein, un sein différent qui deviendra vôtre. Et nous, notre métier, c'est de vous aider à ce qu'il devienne vôtre. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, nous allons parler de reconstruction mammaire par prothèse. Comme déjà mentionné dans les podcasts précédents, cet épisode fait partie d'une série de 9 épisodes 100% dédiés à la reconstruction mammaire. Nous allons passer en revue toutes les techniques chirurgicales et je fais un petit rappel ici des 9 épisodes que j'ai enregistrés en partenariat avec l'Institut du sein Paris Restitute. Donc le premier s'appelait « Vous êtes perdu, nous vous accompagnons dans vos premières réflexions ». Si vous ne l'avez pas écouté, franchement je vous le conseille vivement. Bon, évidemment si vous êtes intéressé par le sujet, c'est le premier de la série et nous abordons les grandes questions sur la reconstruction en général avant de vous plonger dans chaque technique chirurgicale. Nous avons toujours veillé à ce que les aspects psychiques et physiques soient toujours abordés dans chaque épisode parce qu'on ne peut pas vraiment les dissocier dans toute cette aventure qu'est la reconstruction mammaire. L'épisode 2, donc celui-ci aujourd'hui, la reconstruction par prothèse. Le 3, le lipofilling ou lipomodelage. Après, on a parlé de la reconstruction par lambeaux, de la reconstruction à plat et ou du choix d'une non-reconstruction, de la reconstruction du mamelon et de l'aréole, de l'amélioration de la reconstruction avec un point sur la construction physique et psychique. On a parlé aussi de la chirurgie de réduction de risque dans le cadre de mutations génétiques ou de haut risque et la reconstruction immédiate et la reconstruction différée. Alors aujourd'hui, on va commencer par faire un petit rappel des grandes familles de reconstruction. Donc il y en a 3. L'autologue, la prothèse, donc un corps étranger, ou une reconstruction composite qui est une association des 2 techniques, donc par exemple prothèse et lipofilling. Et nous vous disons ensuite tout sur les prothèses pour que vous puissiez poser les bonnes questions à votre chirurgien. Les types de prothèses, rondes ou anatomiques, le déroulé de l'opération, les cicatrices, les temps opératoires, la symétrisation avec le sein contralatéral, les complications potentielles, les résultats espérés, la combinaison de plusieurs techniques, le post-op, la douleur, les sensations, bref, on vous dit tout sur les prothèses. Nous voulons que vous ayez toutes les cartes en main pour prendre la décision qui vous convient le mieux parmi les techniques qui seront proposées par votre chirurgien. Un petit rappel, les chirurgiens de l'Institut du sein sont joignables par visio aussi pour une première consultation. Donc si vous voulez les rencontrer, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast vous est rendu possible grâce au généreux soutien de GC Aesthetics qui accompagne les femmes depuis plus de 40 ans dans leur chirurgie mammaire en fournissant aux chirurgiens les produits et solutions qui servent notamment à les reconstruire. Bonjour Isabelle. Bonjour Delphine. Bonjour Krishna. Bonjour Delphine. Alors, ravie aujourd'hui de parler de prothèse. On va parler de la reconstruction mammaire par prothèse.
On vient d'enregistrer le premier podcast qui était le podcast plus général sur les premières consultations avec le chirurgien. On a vu un petit peu tous les types de chirurgie et maintenant on rentre vraiment dans chaque sujet. Alors, pour commencer, quels sont les différents types de reconstruction, vraiment de manière très générale en fait? Il y a 2 grandes familles. Il y a les reconstructions par corps étranger, les prothèses, et les reconstructions avec les propres tissus de la patiente, qu'on appelle les reconstructions autologues, qui se subdivisent en lambeaux et en techniques d'injection de graisse. Et puis enfin, il y a une 3e famille qu'on appelle les reconstructions composites, où on utilise une prothèse et également les tissus de la patiente. Donc, autologue, les tissus de la patiente, prothèse, le corps étranger, et composite, l'association des 2. Et c'est souvent le cas, non, qu'il y a un peu de lipofilling qui vient compléter... ouais. Quand on utilise une reconstruction autologue, par définition, il n'y a pas de prothèse. Mais quand on utilise une reconstruction par prothèse, le plus souvent aujourd'hui, il y aura une partie composite, en particulier grâce au bénéfice des injections de graisse. Alors, en quoi consiste spécifiquement la reconstruction mammaire par prothèse? C'est vraiment dans les grandes lignes, parce qu'après, on va être plus spécifique avant la chirurgie, pendant la chirurgie, les différents types de reconstruction. Comment est-ce que tu qualifierais, c'est quoi une reconstruction par prothèse? Lors d'une reconstruction par prothèse, on va faire que le volume et la forme du sein soient constitués par la prothèse. On a pour ça des fabricants de prothèses. Donc nous, on travaille beaucoup avec Luna, qui est la prothèse d'eurosilicone anatomique qui vient de sortir sur le marché. Et on a des tables. C'est-à-dire qu'on mesure sur le thorax de la patiente la forme et le volume de l'implant idéal. On a 3 dimensions à mesurer. La largeur de la prothèse, qui est imposée par la largeur du thorax, la hauteur de la prothèse et la projection de la prothèse. Ensuite, on a une espèce de table, comme un catalogue de prothèses, où on fait, c'est pas du sur-mesure, mais c'est du semi-mesure. C'est-à-dire qu'on a des variations de 0,25 mm ou 0,5 mm en hauteur, en largeur et en projection. Et on va aller choisir la prothèse idéale. Mais comme... Pour matcher l'autre sein, on est bien d'accord. Pour matcher l'autre sein, pour matcher le thorax de la patiente. Mais comme on n'est pas absolument certain du rendu de cette prothèse, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'une fois qu'on a défini, par exemple, qu'on voulait une prothèse de 12 de large, de 11,5 de haut et de 5 cm de projection, on va aller commander des prothèses autour de cette prothèse idéale. On va en prendre une moins projetée, une plus projetée, une un peu moins haute, une un peu plus haute, et on va faire des essais au bloc opératoire. La reconstruction, ça se juge assis. Mais nous, on opère des patients allongés. Donc, on va allonger la patiente, faire notre loge, fixer le sillon sous-mammaire, et puis ensuite, on va l'asseoir. Donc, on a des tables spéciales pour asseoir une patiente sans aucun danger. Et ensuite, on va aller mettre dans la loge la prothèse qu'on a prévue au départ comme prothèse idéale, le plus souvent. Et on va juger de la symétrie. À ce moment-là, on va peut-être dire « Ah ben non, finalement, il vaudrait mieux qu'elle soit un peu plus haute, un peu plus large, un peu moins large. » Et à ce moment-là, comme on a commandé des prothèses autour de la prothèse idéale, on va avoir au bloc opératoire la prothèse qu'il nous faut une fois qu'on a fait un essai. Ok, donc ça vous arrive parfois d'enlever, de remettre 2-3 fois? Ça nous arrive toujours. Quasiment. D'enlever, de remettre 2-3 fois pour juger si ce serait pas mieux, si la prothèse était plus ceci, moins cela. Et ensuite, donc, ces prothèses, ce sont des prothèses qui sont monoblocs, mais on va pouvoir le plus souvent resculpter par-dessus cette prothèse grâce à la graisse de la patiente et pouvoir recorriger la forme et le volume de la prothèse par des injections de graisse autour. Dans un deuxième temps, ça alors? Pas forcément, ça peut avoir lieu dans le même temps. Ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que on peut aller en dehors de la zone de la prothèse pour rajouter un peu, pour raccorder avec le creux axillaire, ou quelquefois le raccord n'est pas absolument impeccable avec la prothèse. On peut fondre le bord de la prothèse, l'estomper avec la graisse, et puis globalement,
plus l'épaisseur de tissu naturel qui recouvre l'implant est important, meilleur sera le résultat. Donc, c'est pas la même chose si on a 5 mm entre la peau et la prothèse, et si on a 1 cm. Parce que si on a 1 cm, on va avoir un résultat et plus souple, d'une certaine manière, et plus naturel. Parce qu'on va avoir refondu. Et le vrai sur-mesure, c'est de mélanger le semi-mesure de l'implant à l'adaptation, grâce à la graisse, de l'idéal de forme. Alors, est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait une reprise de l'autre ? Krishna, je te laisse parler, oui. Puis il y a un point qu'il faut souligner, c'est que la prothèse va faire un sein rond, juvénile, haut. Donc, lorsqu'on fait une reconstruction par prothèse et que de l'autre côté, il n'y a pas eu de mastectomie, il y a quasi systématiquement un geste à faire sur l'autre sein. Voilà, c'était ma question. Soit le sein est très petit et à ce moment-là, on va mettre en place une prothèse d'augmentation, c'est rare. Soit la moyenne d'âge du cancer du sein étant d'environ 60 à 65 ans, le sein est déroulé, il est un peu tombant, il est un peu large, et on va le remonter, le réduire et le rendre plus juvénile. La prothèse est un exercice obligé qui fait un sein juvénile, et dans le cadre d'une reconstruction par prothèse, on envisage toujours une retouche du sein non malade. Et cette retouche, elle est faite lors du même temps opératoire. Pourquoi il faut la faire lors du même temps opératoire et pas en 2 temps séparés ? Parce qu'on sait très bien que quand on fait le geste du sein contralatéral en même temps, dans 70% des cas, il y aura un 2e temps opératoire pour parfaire. Mais lorsqu'on fait ce geste contralatéral lors d'un 2e temps, dans 70% des cas, il y aura un 3e temps opératoire. Donc à Restitut, on insiste, comme dans toutes les grandes équipes de reconstruction, je crois, sur la nécessité de considérer que la reconstruction du sein par prothèse, c'est un geste le plus souvent qui associe une retouche de l'autre sein en même temps. Je suis parfaitement d'accord avec Krishna. Si il faut retoucher le sein contralatéral, il faut le faire en même temps. On gagne du temps et on ne fait pas exactement les mêmes choix. Parce que ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la position assise et le fait de jouer sur les prothèses, eh ben, c'est plus facile pour nous de jouer sur les 2 seins que d'en corriger un, puis ensuite de corriger l'autre, mais ça ne va pas être exactement symétrique. Donc c'est très important de le faire en une fois. Il existe néanmoins des patientes qui aimeraient qu'on ne touche pas à l'autre sein. Ça fait partie de leur désir. Dire, ok, j'ai donné un sein au cancer, parfait. L'autre, j'ai envie de le garder indemne de toute chirurgie. Quelquefois, ça n'est pas possible et on le dit d'emblée. On n'aura pas un bon résultat symétrique, etc. Mais parfois, on ne sait pas très bien et à ce moment-là, je peux concevoir qu'on donne une chance au fait de ne pas toucher à l'autre sein, mais la patiente est prévenue que le fait de prendre cette chance ou ce risque peut se solder par une intervention supplémentaire si jamais le résultat n'était pas suffisamment symétrique. Et encore une fois, c'est pas moi qui juge qu'il est suffisamment symétrique. C'est elle qui décide que c'est suffisamment symétrique pour elle. Oui, j'étais à une soirée BRCA à l'Institut Jules Bordet et il y avait un exemple d'une femme qui avait un sein relativement tombant, mais elle ne voulait absolument pas qu'on touche à ce sein. Et donc, ils avaient fait quand même quelque chose d'assez... moi, évidemment, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas relevé ? Mais c'est ce qu'elle voulait. Et donc, même avec la prothèse, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'assez similaire. Et on peut entendre ça, évidemment. Bien entendu. Bien sûr, mais quand la patiente accepte qu'on modifie le sein contralatéral, en particulier quand on reconstruit par prothèse, le plus simple est de faire le plus possible lors de la première intervention. Pour 2 raisons. La première, c'est de diminuer le nombre d'interventions. Et la deuxième, c'est d'obtenir un résultat optimal dès la première chirurgie. Dans le cas où la patiente ne souhaite pas qu'on touche à l'autre sein, évidemment, on ne va pas y toucher, pas plus lors de la première que de la deuxième intervention. Mais le souhait de la patiente rentre pour beaucoup en ligne de compte lors de la reconstruction, alors que c'est moins important dans la prise de décision en cancérologie. À un moment, c'est elle qui décide. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des patientes qui ne peuvent vraiment pas avoir de prothèse et qui doivent automatiquement avoir une autologue ? Ou est-ce que
toutes les femmes sont candidates sont OK Non, pour les bien prothèses. sûr, Oui. il y a des patientes qui peuvent absolument pas avoir de prothèse. C'est rare, mais ça existe. Les patientes pour lesquelles la mastectomie a enlevé énormément de peau et où la radiothérapie a laissé des séquelles, on va peut-être pouvoir leur mettre une prothèse, mais le résultat sera tellement mauvais qu'il faut d'emblée les orienter vers un lambeau. Oui, il est important lors du choix de la technique de reconstruction de dire avec quelle technique on peut avoir un bon résultat. Pour avoir un bon résultat avec une prothèse, il faut avoir une peau suffisamment souple pour pouvoir contenir une prothèse et se galber naturellement dessus. Alors, on a des techniques pour des peaux qui sont presque suffisamment souples, mais pas suffisamment, où on peut faire une première session où on injecte de la graisse pour augmenter l'épaisseur des tissus mous qui vont recouvrir la prothèse et assouplir un peu la peau. Mais quand on rentre dans un process de reconstruction par prothèse, c'est qu'on pense qu'in fine, la peau va épouser avec suffisamment de naturel les contours de la prothèse. Est-ce que vous utilisez des expandeurs ici ? Dans le cas de mastectomie, vraiment... L'utilisation d'expandeurs s'est effondrée. Les expandeurs ont été inventés dans les années 70-80 parce qu'on pensait que sur un thorax plat, on ne pouvait pas mettre une prothèse. En fait, c'est complètement faux. On a des techniques pour amener de la peau abdominale sur le thorax lorsqu'il y a eu une mastectomie, ce qu'on appelle un lambeau d'avancement abdominal, ce qui se fait sans cicatrice supplémentaire par la cicatrice de mastectomie. Donc l'utilisation d'expandeurs s'est effondrée, elle est réservée vraiment à des cas où il y a un grand manque de peau et où on pense que l'expandeur va résoudre le problème, ce qui est assez rare, parce que quand il y a un grand manque de peau, souvent il faut amener de la peau et c'est le recours à un lambeau. Donc oui, les expandeurs ont une place, on en pose, mais cette place est limitée. Bon, maintenant, on va parler du processus chirurgical. On entend tellement de choses. Les femmes se posent des questions. Tu l'as eu devant le pectoral, derrière le pectoral. C'est dual plane qu'on entend aussi. Moi, j'avoue que je suis complètement perdue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Et devant moi, j'ai des prothèses texturées, lisses, plus fermes, plus molles, anatomiques. Voilà, j'aimerais bien avoir des explications parce qu'il y a plein de femmes qui disent qu'elles n'ont pas eu toutes ces explications de leur chirurgien. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir vraiment votre expertise là-dessus pour que ces femmes puissent en parler avec leur chirurgien. En fait, il y a deux grandes situations. La reconstruction immédiate, en même temps que la mastectomie, et la reconstruction différée. Moi, je vais parler de la reconstruction immédiate. Quand vous avez une reconstruction immédiate, la technique classique, c'était de mettre en place la prothèse derrière les muscles du thorax. Pourquoi ? Parce que plus la prothèse est éloignée de la peau, moins il y a de complications, moins il y a de rejets. C'est toujours vrai. Et puis, voici une vingtaine d'années, sont apparues des matrices qui permettent de fabriquer une sorte de soutien-gorge, toujours en reconstruction immédiate. Et on a mis la prothèse en dual plane, c'est-à-dire la partie haute de la prothèse sous le muscle pectoral et la partie basse sous la matrice. Et puis, depuis à peu près une dizaine d'années, d'autres techniques disent ne levons plus le muscle pectoral et mettons la prothèse sous la peau. C'est une reconstruction pré-pectorale, mais en fait sous-cutanée, qui utilise encore des matrices. Et la dernière évolution depuis 2 à 3 ans, c'est de mettre directement la prothèse sous la peau, sans matrice, et c'est une prothèse pré-pectorale sous-cutanée. Donc il y a 4 techniques possibles de reconstruction immédiate, derrière les muscles. C'est ce qu'il y a de plus naturel ? Non, c'est ce qu'il y a de plus sûr en matière de complications. Et pourquoi on ne le fait pas toujours ? Parce que le résultat est moins naturel que quand la prothèse est sous la peau. Donc en fait... Et on ne voit pas les petites vagues quand c'est directement sous la peau ? Bien sûr, donc il y a 4 techniques, disais-je, et ces 4 techniques ont des avantages et des inconvénients, et c'est le rôle du chirurgien oncoplasticien qui va discuter de la reconstruction immédiate, d'expliquer à la patiente pourquoi, dans son cas particulier, on note pour une technique plutôt qu'une autre. Mais ça, c'est un podcast qui va nous prendre 1h30. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Mais c'est bien d'aborder au moins et d'entendre tous ces termes. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose ? Moi, je vais parler de la reconstruction différée où, le plus souvent, la prothèse est mise en arrière du muscle pectoral. Alors, c'est toujours dans une forme de dual plane. Quand on met une prothèse. Dual plane, ça veut dire que le pectoral ne recouvre pas
intégralement la prothèse. Mais dans la partie inféro-externe, de toute façon, il n'y a pas de pectoral. Donc, la prothèse est le plus souvent mise en arrière du pectoral. Pour la mettre en reconstruction différée en avant du pectoral, il faut s'adresser à des patientes qui ont une épaisseur de graisse sous la peau suffisamment importante pour masquer d'emblée la prothèse. D'autre part, on fait quelquefois des reconstructions par prothèse où on prévoit de remplacer la prothèse par du lipofilling. Et là, le fait de le mettre en pré-pectoral peut se justifier parce qu'en fait, c'est une prothèse qui est destinée à avoir d'emblée un sein et à remplacer au fur et à mesure cette prothèse par de la graisse. Et comme on sait qu'on va la retirer, on pourrait la mettre en pré-pectoral. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes textures et anatomiques, rondes, le galbe, j'imagine? Est-ce que la femme veut un sein plus rond, plus bombé au-dessus, de fermeté aussi? Parce que moi, j'ai changé de prothèse, j'avais des prothèses un peu plus molles, puis j'ai préféré un peu plus ferme. C'est pas toujours expliqué par le chirurgien. Est-ce que vous pouvez informer les patientes? En général, en reconstruction différée, on utilise des prothèses anatomiques. Parce que il n'y a plus de sein et que pour remplacer un sein, il vaut mieux prendre une prothèse qui soit anatomique. J'explique ce qu'est une prothèse anatomique. Oui, c'est ça. Une prothèse ronde, c'est une prothèse avec un diamètre qui fait que la hauteur et la largeur est la même et qui a un bombé équivalent. Ça a tendance à faire des seins qui ressemblent à un cercle trop bombé sur le dessus. Oui. L'anatomique, c'est une prothèse où on a plus de choix dans la forme. On peut dissocier la largeur et la hauteur. Donc, quand on veut imiter un sein qui est plus large que haut, on a intérêt évidemment à prendre une anatomique. Quand on veut imiter un sein qui est plus haut que large, on a intérêt à prendre une anatomique. Et d'autre part, la projection maximale de la prothèse, alors que sur une prothèse ronde, la projection maximale, elle est centrale. La projection maximale d'une anatomique, elle est plus basse. Donc, la prothèse, elle est plus plate sur le dessus et plus basse vers le bas. Plus naturelle, en fait. Donc, ça a une forme plus naturelle. Et la jonction, le pôle supérieur de la prothèse, qui est le pôle que l'on voit dans les décolletés, qui est le pôle qu'on voit dans les maillots de bain, la jonction avec le thorax, elle est plus effilée. Elle est conçue pour se fondre avec le thorax. Donc, je pense qu'on a des meilleurs résultats avec des prothèses anatomiques. Par contre, le sein contralatéral, on va plus volontiers mettre une prothèse ronde. Quand on fait une reconstruction et qu'on met une reconstruction par prothèse du côté de la mastectomie, et qu'on veut symétriser et qu'on a besoin, dans ce cas précis, pour symétriser, de mettre une prothèse de l'autre côté, on met le plus souvent une prothèse ronde de l'autre côté, parce qu'il a déjà une forme anatomique, le sein, et qu'à ce moment-là, on cherche juste à le pousser en avant. Donc, je crois que le débat entre anatomique et ronde, c'est quelque chose qui doit être essentiellement choisi par le chirurgien en fonction des mesures qu'il prend sur la patiente. Une prothèse ronde va faire un sein rond, va faire un sein symétrique dans tous les sens. Même si le gel a un peu tendance à descendre vers la partie basse de l'implant, la prothèse anatomique va faire un sein qui est rempli en bas et qui est vide en haut. Et c'est pour ça qu'en reconstruction, on utilise de façon extrêmement majoritaire des prothèses anatomiques, qui d'ailleurs ont été conçues pour la reconstruction du sein historiquement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la cicatrice, par où est-ce qu'on passe la prothèse? Dans les deux seins, donc le sein malade et l'autre sein. Deux cas de figure, vous avez une reconstruction différée. Vous avez déjà eu une mastectomie. On va mettre la prothèse par la cicatrice de mastectomie, toujours. On ne va pas mettre une cicatrice supplémentaire. Maintenant, vous avez une reconstruction immédiate. On va mettre la prothèse en même temps que la mastectomie. Et là, plusieurs cicatrices sont possibles, en particulier suivant le fait qu'on enlève l'aréole et le mamelon ou pas. Si on enlève l'aréole et le mamelon, la cicatrice va être au centre du sein et ce sera la cicatrice définitive par laquelle on met la prothèse. Et si on garde l'aréole et le mamelon, la cicatrice sera en général sous le sein et on mettra la prothèse par la même cicatrice. Ça, c'est du côté de la mastectomie. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où on va symétriser, Isabelle va vous expliquer les cicatrices possibles. Si l'étui cutané n'a pas besoin d'être corrigé,
c'est-à-dire s'il n'y a pas de peau en trop sur le sein contralatéral, on peut mettre la cicatrice, c'est le même choix qu'en esthétique. Donc, soit en arc de cercle sous l'aréole, soit sous le sein. Dans le cas où l'étui cutané aurait besoin d'être redrapé, par exemple si le sein contralatéral est trop tombant et qu'on veut remonter l'aréole et qu'on veut regalber le sein pour qu'il tienne bien, à ce moment-là, on va avoir très souvent une cicatrice périaréolaire verticale et dans le sillon sous-mammaire, et la question de par où on la passe ne se pose pas, puisque il y a toute la place. Voilà, on passe par. Donc c'est l'encre. Hein. C'est l'encre. Oui. Donc le choix de la position de la cicatrice ne se fait que lorsqu'on n'a pas de redrapage à faire sur le sein contralatéral, et là, on a le même choix qu'en esthétique. Okay. Une reconstruction mammaire différée, ça dure entre 1h30 et 2h30, selon qu'on touche à un sein ou à l'autre. Ça, ce sont les reconstructions différées par prothèse. Et c'est une durée d'hospitalisation qui va de 12 à 24 heures. Et les patientes sortent en général avec des drains qui sont enlevés dans la semaine qui suit. Et en reconstruction immédiate, il faut additionner le temps de la mastectomie et le temps de la reconstruction. Alors parfois on entend rejet de prothèse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il n'y a pas de rejet de prothèse. Oui, on entend ces mots, mais on parle de rejet quand on fait une greffe. C'est-à-dire, si je prends le cœur de quelqu'un et que je le greffe à quelqu'un d'autre, il peut se poser la question d'un rejet. Les prothèses, c'est du matériau inerte. Donc, il n'y a pas de rejet parce qu'on ne le reconnaît pas comme étant sien ou pas. C'est comme des plaques, des vis en orthopédie, c'est comme des implants cristallins, etc. Donc, par contre, il y a la notion d'infection, qui est une des complications, et il y a la notion de désunion de cicatrice. Donc, on peut imaginer que ce que les patientes appellent le rejet de la prothèse, c'est que le corps ne supporte pas bien la cohabitation avec la prothèse et le rejette, entre guillemets, soit avec une infection, soit avec une désunion de cicatrice. Désunion, c'est pas le problème de coque. Encore autre chose. Non. Les patientes utilisent le terme de rejet dans deux situations différentes. Et le terme de rejet est un mauvais terme parce qu'il donne l'impression fausse à la patiente que la prothèse, ouvrez les guillemets, n'est pas pour elle, fermez les guillemets. C'est faux. En fait, il y a deux situations. La complication qui aboutit à enlever la prothèse. Et ça, c'est en général dans le mois qui suit l'intervention. Et comme l'a dit Isabelle, il y a deux causes, l'infection ou la nécrose de la peau, ce que les chirurgiens appellent désunion, mais en pratique, c'est une peau qui ne tient pas. Et puis, il y a le deuxième cas où on est obligé d'enlever une prothèse ou de la changer plusieurs années plus tard, en général 1-2 ans, c'est le phénomène de coque, où la patiente sécrète autour de sa prothèse une réaction inflammatoire qui aboutit à une induration du sein reconstruit, mais c'est pas la prothèse qui devient dure, c'est les tissus autour de la prothèse. Et là encore, on est obligé d'enlever la prothèse pour parfois en remettre une autre, parfois mettre un lambeau. Mais ce terme de rejet donne une fausse impression. Il vous donne l'impression que la prothèse n'est pas pour vous. C'est faux. C'est soit une complication précoce, infection ou nécrose de la peau, soit une complication tardive, coque autour de la prothèse, et on connaît les chiffres. Quand il n'y a pas de radiothérapie, le risque de coque est de 15%. Quand il y a une radiothérapie, le risque de coque est de 30%. Et on informe systématiquement les patientes de ces risques. Et la coque se traite ? La coque, c'est une réaction fibreuse, circulaire, autour de la prothèse. C'est comme un œuf. La paroi, elle est fragile, mais le cercle que ça fait autour devient rigide. Donc, il y a plein de techniques pour traiter les coques qui sont trop compliquées à expliquer ici. D'accord. Mais donc, si une femme commence à sentir que son sein devient tout rigide, remonte, c'est effectivement ça. Oui, ça peut être combattu au début par des massages. Il n'y a pas forcément une obligation de réintervention. Si on voit qu'il y a une réaction fibreuse qui se fait autour de la prothèse en cicatrisation, il peut être utile d'envoyer la patiente chez un kinésithérapeute qui va essayer d'assouplir cette réaction en formation. Ça ne servira à rien une fois que la coque est constituée plusieurs années après, mais ça peut servir à ce moment-là.
Un petit mot sur le post-opératoire. Donc oui, on a parlé des drains, les douleurs, mobilité du bras. Je crois qu'il est très important d'anticiper le post-opératoire et d'en parler avant l'intervention. Parce qu'il y a deux choses différentes dans le post-opératoire. Il y a le fait que c'est un peu endolori, que ça n'a pas la forme définitive, qu'il y a des drains, on sait pas exactement quand est-ce qu'on va les enlever, etc. Et il y a l'angoisse qui peut se rajouter là-dessus en pensant que c'est une complication. Et je crois que si on a expliqué à la patiente avant que en post-opératoire, elle pouvait ressentir ça, que le redon, c'était variable d'une patiente à l'autre, que certaines, on les enlève au bout de 24 à 48 heures, et puis que d'autres les gardent une semaine, 10 jours, que ce n'est pas une complication, que le fait que le sein soit rouge quand on a fait du feeling en même temps, ce n'est pas une complication. C'est quelque chose qui est beaucoup... D'abord, le fait de ne pas avoir d'angoisse calme beaucoup la douleur, parce que la douleur, elle est majorée par le fait qu'on se dit « j'ai mal, donc ça se complique » ou « c'est un peu rouge en interne », ça veut dire que c'est une infection, parce que rougeur et infection, c'est souvent confondu dans l'esprit des patientes, mais les feelings rendent la peau un petit peu rouge en post-op. C'est difficile de l'annoncer quand on est en post-op, parce que les patientes pensent parfois qu'on justifie ce qui se passe. Par contre, si ça a été dit avant, eh ben ça calme beaucoup l'angoisse. Et calmer l'angoisse, c'est calmer la douleur. La douleur, elle est majorée par le stress. Après combien de temps est-ce qu'on voit le résultat plus ou moins définitif ? Le lendemain, devant le miroir, on voit le résultat. Le reste, ça s'affine. Voilà. Mais le moment le plus émouvant pour une femme, c'est le lendemain de l'intervention, quand je leur dis, vous allez vous lever de votre lit, on va se mettre devant le miroir et je vais vous montrer. Et là, c'est pas le résultat définitif, mais elles comprennent tout de suite ce que ça va donner. Ça, c'est le cas de la reconstruction différée. On va du moins bien, la mastectomie, au mieux, la reconstruction et en particulier la prothèse. Dans le cas de la reconstruction immédiate, c'est complètement opposé. On va du mieux, j'ai mes 2 seins, au moins bien, j'ai un sein et une reconstruction. Et donc, on explique à la patiente, lors de la ou des consultations préopératoires, que cette idée de reconstruction immédiate, elles vont pas être heureuses de leur reconstruction tout de suite. Le plus souvent, il y a des cas particuliers. Mais ça va leur permettre de ne jamais être plates. Et on va les projeter dans l'avenir. On va leur dire, voilà, on va démarrer votre reconstruction. Vous vous réveillerez pas à plat. On va retoucher l'autre sein pour vous rendre le plus symétrique possible. Et il y aura une amélioration. Et le résultat définitif de cette première intervention extrêmement complexe, où on enlève le sein, où on fait la reconstruction, où en même temps on retouche l'autre sein, c'est environ 3 mois. Donc il y a 2 cas très différents. Je vais du moins bien vers le mieux, c'est de la reconstruction différée. Je vais du mieux, j'ai mes 2 seins, mais dans l'un des deux, il y a un cancer. Au moins bien, j'ai plus de cancer, mais j'ai plus mes 2 seins. Et il faut préparer les patientes à cette évolution. Je te pose juste une petite question. Le fait de ne pas être à plat, ça ne dispense pas du deuil du sein. Non, ça ne dispense pas du deuil du sein du tout. C'est plus votre sein. C'est un autre sein, un sein différent qui deviendra vôtre. Et nous, notre métier, c'est de vous aider à ce qu'il devienne vôtre. Juste un petit mot pour conclure. Isabelle, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée que le partenaire, le conjoint, la partenaire viennent en consultation ? Je trouve que c'est une très bonne idée de venir à 2 en consultation. Ça peut être le partenaire, mais ça peut être une amie, ça peut être la fille, le fils, la mère, peu importe. L'intérêt, c'est que les informations sont écoutées à 2 et qu'ensuite, il y a quelqu'un pour en discuter, quelqu'un qui a assisté aux mêmes explications, quelqu'un qui va pouvoir interagir en disant « mais non, elle n'a pas dit ça, elle a dit ça comme ça, et ça veut dire ça, etc. » Tandis que quand une patiente vient seule en consultation et qu'elle est seule à entendre les informations, c'est pas sûr qu'elle se souvienne avec fidélité de ce qui a été dit. Et je trouve que une consultation, ça va durer entre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais après, les gens continuent à réfléchir. Et c'est très important de pouvoir réfléchir avec quelqu'un qui tient les informations de la même source. Et qui donc va pouvoir tempérer,
va pouvoir dire oui, mais en même temps, tu sais, elle a parlé de ça, elle dit ah bon, j'ai oublié, je me souviens plus, etc. Et voilà. Donc l'idée de pouvoir avoir des discussions avec quelqu'un qui a entendu les mêmes choses, je pense que c'est important. Alors maintenant, toute consultation en oncologie, en fait, finalement, hein, pas que reconstruction, toutes les consultations, quoi, oui. Toutes les consultations, oui. Mais surtout les consultations. Enfin, moi, je parle de la reconstruction puisque je ne fais pas de cancérologie. Surtout les consultations où il y a une responsabilité de choix. Oui. En oncologie, c'est autre chose. C'est que devant l'annonce et devant les bouleversements que ça entraîne, les gens n'entendent pas forcément tout et peuvent noircir le tableau ou avoir zappé quelque chose. Donc elles ont besoin que ce soit interactif pour ça. En reconstruction, elles ont un choix à faire. Et pour les aider à faire ce choix, c'est important qu'elles puissent discuter. Alors, en matière de sein, il y a toutes les écoles en question de partenaires. C'est est-ce que le fait que le partenaire fasse partie du choix et voit toutes les évolutions possibles, etc. Est-ce que ça désintimise ou désérotise le sein, ou est-ce qu'au contraire, c'est être ensemble là-dedans? Mais ça, c'est variable selon les couples. Le choix est très différent d'une patiente à l'autre. Dernière petite question, il y a pas mal de femmes qui disent... en fait, moi, mon chirurgien m'avait dit, la prothèse, c'est froid, l'autologue, c'est chaud. Ça a du sens dans le sens où l'autologue est vascularisé par un sang, le sang qui est chaud, et que la prothèse n'est pas vascularisée. Et donc, si elle est très proche de la peau, elle peut être un peu moins, le sein peut être un peu moins chaud que l'autre. De l'intérêt des fillings qui augmentent l'épaisseur de tissu vascularisé entre la peau et la prothèse, donc rendent le sein moins sensible à ces variations de température. Merci en tout cas pour ce magnifique podcast sur la reconstruction par prothèse. Est-ce que vous avez envie de conclure avec une petite phrase ? Il y a toujours une solution. Magnifique. Bon, on va faire la petite vidéo maintenant. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.